Le monde a toujours été un peu fou. C'est une petite consolation en soi et cela ne changera pas. Et c'est là qu'il faut beaucoup de sagesse politique. Donc, pas de rhétorique guerrière, mais plutôt une gestion raisonnable des choses. C'est crucial, surtout pour l'Allemagne, car en cas de guerre européenne, nous serions en plein centre du conflit. Et cela ne peut pas être une option. Je dois aussi dire qu'à 18 ans, j'ai prêté serment de servir courageusement et de défendre avec bravoure mon pays. Et c'est aussi pour moi une ligne rouge aujourd'hui, et je ne participerai pas à cela lorsque des politiciens mettent imprudemment en jeu tout ce que nous avons construit après 45 ans. Pensez-vous vraiment, Monsieur Wade, qu'il pourrait y avoir une guerre, quelle qu'elle soit, en Allemagne dans les 15 prochaines années, si cette spirale d'escalade continue? Oui, nous sommes proches de la guerre. C'est vrai. Aujourd'hui, nous parlons avec un homme qui sait comment fonctionne le pouvoir, pas seulement lors des conférences de presse, mais aussi en coulisses. Que signifie cette attaque contre l'Iran? Quel est le rôle de Poutine et quelles conséquences pour l'Allemagne? Ces thèses surprendront et effrayeront beaucoup de gens. Je m'appelle Simo Azaoui, je suis le fondateur de Meet Your Mentor et c'est parti. Monsieur Wade, je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Si l'on regarde la récente escalade dans le conflit iranien, Donald Trump aurait-il mérité un prix Nobel de la paix pour cette opération chirurgicalement précise? Oui, eh bien, il faut maintenant voir comment tout cela va évoluer. Il a réalisé de nombreuses choses, mais cela s'est limité à une frappe militaire restreinte des Israéliens et des Américains. Donc cette extension redoutée par moi aussi vers une nouvelle guerre au Proche-Orient, comme par le passé, qui finirait par semer plus de chaos que d'ordre, ne s'est pas produite. Nous avons en effet les exemples de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak, du Yémen, de la Libye. Toutes ces opérations militaires, souvent menées principalement par les Américains, ont finalement causé plus de chaos que d'ordre. Et Donald Trump a bien sûr aussi été élu par ses électeurs pour ne pas mener d'autres guerres. Et il l'a quand même fait. Il s'est donc clairement rangé du côté d'Israël pendant ces 12 jours, et en fin de compte, il a mené l'action militaire avec les Israéliens. Cela a certainement été étroitement coordonné avec les Israéliens au cours des dernières semaines et des derniers mois, et il l'a mené à bien. Ainsi, en limitant l'action militaire, il a satisfait son électorat sur le plan intérieur, qui ne veut plus d'une grande guerre au Proche-Orient. Et d'autre part, là, il a aussi beaucoup fait pour la protection d'Israël et bien sûr aussi pour le très puissant lobby israélien aux États-Unis. Il les a aussi, si je peux dire, satisfaits et c'est une belle performance. Il n'y a rien à redire. Je ne suis pas un grand fan de Donald Trump parce qu'il est très imprévisible. Un jour comme ci, le lendemain comme ça. Mais force est de constater qu'il a réalisé de nombreuses choses. Et le risque d'une extension d'une grande guerre était déjà présent, il l'est toujours si le cessez-le-feu ne fonctionne pas. Car il faut aussi voir que l'Iran fait partie du groupe des États BRICS, en fait partie avec des liens étroits avec la Russie et la Chine, s'exprimant aussi en ce sens. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Moscou avant-hier et la Chine s'est exprimée de manière modérée mais critique sur les frappes militaires. Et c'est en fait aussi la première frappe militaire contre un pays de ce groupe des États BRICS qui est en train de se consolider. Et il faut aussi voir que l'Iran fait partie de l'initiative de Shanghai menée par la Chine. Donc ce n'est pas anodin. Donc, si cette guerre devait vraiment dégénérer, cela pourrait être le début d'un grand affrontement mondial. Et il a évité cela avec des mots clairs et une orientation claire de sa politique étrangère. Et oui, il l'a très bien fait, à mon avis, même s'il est critiqué maintenant. Mais ce sont encore les médias habituels, CNN et le New York Times écrivent, eh bien, le programme n'a finalement pas été arrêté. Et je ne comprends pas à quoi ça sert. D'ailleurs, cela fait des décennies qu'on en parle et que des rapports des services de renseignement confirment que l'Iran est sur le point d'avoir un programme nucléaire. Je n'en peux plus de l'entendre. Et maintenant, après cette frappe militaire, on dit à nouveau oui, il pourrait éventuellement le poursuivre. Je crois qu'il faut résoudre cette affaire, ce qui ne peut se faire que politiquement. C'est similaire à la situation en Ukraine. Nous avons enfin besoin d'un ordre de paix stable, là aussi au Moyen-Orient, avec l'Iran et non contre l'Iran. Nous devons intégrer l'Iran dans un système d'ordre.
Et c'est bien sûr la grande tâche de la politique étrangère américaine dans les prochaines années, si vous voulez. En tant que stratège militaire, Monsieur Vade, vous ne pouvez jamais être au chômage car les conflits abondent. Lorsque vous observez une opération comme celle du week-end, êtes-vous assis devant la télévision comme un stratège en pensant « Enfin, ce briseur de bunkers a été utilisé » ou bien l'idée qui domine est-elle plutôt « Pas encore, pas une nouvelle escalade » Oui, lorsque les bombardiers B-2 ont été déployés à Diego Garcia, j'ai bien sûr deviné ce qui était en train d'être préparé. Et en tant qu'expert, on tire évidemment immédiatement certaines conclusions à partir de certaines actions. Et on sait bien sûr qu'il y a derrière cela des semaines, voire des mois de planification, parce que les guerres n'éclatent pas simplement, elles sont faites, préparées, planifiées, jusque dans les moindres détails. Cela nécessite une coordination étroite, comme pour les Israéliens et les Américains. Mais je ne peux plus concevoir des opérations militaires sans la politique, simplement à cause de mon parcours. En tant que militaire, j'ai passé près de 13 ans en politique, dont 8 ans à la chancellerie. J'ai écrit ma thèse de doctorat sur Clausewitz il y a des années. Lui aussi considérait que la guerre et la politique étaient indissociables. Donc, se fier uniquement aux frappes militaires et à la puissance militaire, oui, c'est nécessaire, c'est important, mais ce n'est jamais tout. Au final, même en ce qui concerne l'Iran, on n'obtient de l'ordre qu'avec des mesures politiques appropriées et par des négociations, des discussions, des accords. Cela manque cruellement au Moyen-Orient et dans nos relations avec la Russie. Vous aviez déjà mentionné quelques points au début, Monsieur Vade. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce week-end? Certains qualifient cela de simple symbolisme. Et d'autres disent même que le programme nucléaire de l'Iran a été repoussé de plusieurs décennies. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le théâtre politique? C'est difficile à dire en temps de guerre. Otto von Bismarck a dit un jour qu'on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant les guerres et après la chasse. Et il a raison. Dans chaque conflit armé, on ment constamment des deux côtés. Aujourd'hui, on appelle ça la guerre de l'information. C'est en fin de compte cette guerre des mots, des récits, des insinuations, des insultes et tout le reste. Nous l'avons vécu abondamment et le constatons encore avec la guerre en Ukraine ainsi que pour la question de l'Iran. L'Iran est déjà une puissance critique dans la région, il faut le reconnaître, mais je ne pense pas non plus qu'il faille diaboliser l'Iran. Vous savez, l'Iran est entouré de dizaines de puissances nucléaires. Il faut aussi reconnaître qu'Israël est une puissance nucléaire informelle. Et les États-Unis aussi, la 5e flotte qui est présente là-bas, est également une puissance nucléaire. La Russie et le Pakistan sont des puissances nucléaires. Ils sont tous dans cette région. Et les Iraniens, je ne sais pas s'ils veulent vraiment aussi un programme nucléaire militaire. Il y a des indicateurs pour cela, mais je serai très prudent dans cette évaluation. D'ailleurs, l'énergie nucléaire a été apportée en Iran par les Américains. En fait, ils n'ont fait que développer ce qu'ils avaient installé il y a des années, des décennies, avec l'aide des Américains dans le pays. Je ne crois pas non plus qu'il faille diaboliser l'Iran, cela ne mènera à rien. Il faut aussi, même si c'est difficile, reconnaître que l'Iran a plusieurs fois prôné l'anéantissement d'Israël et que tout cela est très critique, mais du côté israélien aussi, des paroles désagréables ont été prononcées à l'égard des mollahs, bien sûr, et il faut voir comment on peut gérer cela. Et l'armement nucléaire est justement un facteur critique là-bas. Mais je dois dire, en tant qu'expert, que se passerait-il réellement si l'Iran possédait une arme nucléaire? Est-ce qu'une troisième guerre mondiale éclaterait immédiatement? Je dis non, parce que s'il possède réellement l'arme nucléaire, je veux dire, je ne le souhaite pas, je suis contre, mais supposons qu'il l'ait, alors de mon point de vue, cela aurait aussi un effet très stabilisateur dans la région. Dès maintenant, l'Iran doit être très prudent dans son usage de la force militaire. Et en aucun cas il ne pourrait utiliser des armes nucléaires, car cela conduirait à sa propre destruction. En effet, Israël dispose officieusement, même si cela n'a jamais été confirmé, de la capacité de seconde frappe. Et donc, toute tentative d'anéantissement d'Israël conduirait automatiquement à l'anéantissement de l'Iran. Et tous deux savent que cela n'arrivera pas. Il faudrait remettre en question de manière critique cette diabolisation de l'arme nucléaire entre les mains de l'Iran. Mais je ne veux pas dire par là que je soutiens cela.
Je trouverais préférable qu'il renonce réellement à ce programme nucléaire militaire et que l'on trouve une solution politique. Il faut simplement régler cette question politiquement, maintenant. Je n'ai vraiment pas envie d'entendre encore pendant les 10 prochaines années que les Iraniens sont sur le point d'obtenir l'arme nucléaire, qu'il faut encore envoyer des avions, mener des opérations et larguer des bombes. Ça ne peut pas être une base, il faut enfin voir comment on peut y arriver, et c'est évidemment une tâche pour l'Amérique. Et il faut... Trump doit également évidemment garder un certain contrôle sur Netanyahou. La relation entre les deux n'est pas non plus exempte de tensions, donc c'est aussi un exercice d'équilibre. Mais Donald Trump a tout fait correctement au Moyen-Orient. Et c'est très méritoire, malgré toutes les critiques. Et j'espère simplement qu'il fera de même maintenant en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Bon, les Européens ne sont absolument pas en mesure de le faire, ni de jouer un rôle fort au Moyen-Orient, ni dans notre relation avec la Russie. Maintenant, tout dépend de l'Amérique, et s'il y parvient, alors il aura vraiment mérité le prix Nobel de la paix. Oui, je trouve votre thèse très intéressante, celle que vous venez d'énoncer, à savoir qu'il y aurait effectivement une nouvelle course aux armements si les Mollahs possédaient maintenant la bombe atomique, parce que les Saoudiens ne le permettraient pas, les Qataris ne le permettraient pas. En fait, aucun des États autour de l'Iran ne voudrait le permettre. Et je pense que cette action du week-end n'aurait pas été possible sans l'aide tacite des États arabes voisins. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'États arabes voisins qui ont dû bien rire leur caps ce week-end parce que ce danger potentiel qu'était l'Iran est maintenant devenu en quelque sorte un tigre édenté. Ouais, c'est tout à fait juste. En ce sens, cette déclaration peu diplomatique du Friedrich Merz, selon laquelle les Israéliens et les Américains ont fait le sale boulot pour les autres, est tout à fait justifiée, car bien sûr, l'Arabie saoudite voit aussi l'Iran d'un œil très critique. C'est aussi une inimitié traditionnelle, inimitié est peut-être un peu fort. Les Chinois ont réussi à rétablir des relations diplomatiques et des échanges entre les Iraniens et les Saoudiens, mais cela n'a pas été le cas au cours des dernières décennies. Les Américains ont finalement construit les Saoudiens comme contre-pouvoir à l'Iran là-bas, et on ne peut pas non plus exclure que les Saoudiens travaillent eux aussi sur un programme nucléaire. On n'en parle pas, mais bon, il y a aussi des indicateurs qui le laissent penser, et dans ce sens, il ne faut pas exagérer les choses. Donc, dans l'ensemble, les États du Golfe étaient aussi très inquiets, mais il y a bien sûr aussi une confrontation de pouvoirs politiques dans cette région. Les grandes bases militaires américaines à Bahreïn, ainsi qu'au Qatar et aux Émirats arabes unis, les 5, la flotte américaine est présente dans la région. Donc cette confrontation aussi entre l'Iran et Israël depuis des décennies. Je veux dire, l'Iran soutient massivement le Hezbollah qui menace Israël depuis le nord. Ils soutiennent le Hamas qui menace Israël depuis l'ouest. Donc ils sont eux-mêmes impliqués dans des échanges militaires de combat avec Israël. Ils ont prévu dans leur programme politique l'anéantissement d'Israël. Tout cela est très passionnant et il faut résoudre ces questions pour éviter qu'une guerre par procuration n'éclate là-bas à l'avenir entre les BRICS et l'OTAN. Il faut faire très attention à cela. Et nous aurons souvent de tels scénarios possibles de guerre par procuration à l'avenir. La guerre en Ukraine est aussi une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis. Et nous verrons le même modèle se reproduire dans l'Indo-Pacifique dans les prochaines années. Et il faut contenir cela pour que cette confrontation militaire ne dégénère pas en une guerre mondiale. Et c'est là la grande tâche de la politique dans les prochaines années. Vous venez de mentionner, Monsieur Wade, la déclaration de Friedrich Merz concernant le sale boulot. C'est une nouvelle stratégie de communication, Monsieur Wade, selon le principe. Mieux vaut être bruyant et présent que silencieux comme Olaf Scholz. Trouvez-vous cette nouvelle approche positive ? Non, je ne pense pas en général. Cela m'a beaucoup dérangé lorsque des politiciens, comme nous l'avons vu des dizaines de fois lors du débat sur l'Ukraine, aggravent encore les conflits existants entre des pays ou des groupes d'États par leur rhétorique. Donc pour moi, la mission politique est toujours de contenir les conflits, donc de limiter, de restreindre les conflits et non de les aggraver. En ce sens, je ne pense rien de bon de cette rhétorique en principe.
Nous avons aussi élu nos politiciens pour qu'ils préservent la paix et non pour qu'ils nous mènent à la guerre. J'ai parfois eu l'impression, pendant le débat sur l'Ukraine en Allemagne, que certains voyaient les choses différemment. Je trouve cela incorrect. Donc cela n'a rien à voir avec le fait de nier, de rejeter ou de balayer les conflits sous le tapis. Il faut l'exprimer, bien sûr, mais il faut chercher des solutions politiques, car la guerre, vous savez, en Europe, n'est pas une option pour l'Allemagne. Nous sommes très exposés en raison de notre situation géographique au centre du continent. Nous sommes le carrefour de l'alliance de l'OTAN, nous sommes la zone de déploiement pour une éventuelle guerre avec la Russie, et tout cela se passe dans notre pays. Si cela arrive, nous aurons échoué politiquement et tout fait de travers. Cela signifie que nous avons également besoin d'une stratégie militaire qui empêche cette guerre potentielle en Europe. Et cela est très important du point de vue des intérêts allemands. C'est moins important du point de vue américain. Même d'un point de vue britannique ou français, on peut voir cela différemment. Mais pas du point de vue allemand ou polonais, donc du point de vue d'Europe centrale, car c'est ici que ce scénario du pire se déroulera. Et il faut en tenir compte. C'est pourquoi il faut chercher des moyens de l'empêcher. Cela ne se fait pas par la paix et le pacifisme. Cela n'est possible qu'avec une puissance militaire forte, mais toujours en lien avec le dialogue et l'équilibre des intérêts. Avez-vous l'impression, Monsieur Vade, que Donald Trump se laisse un peu mener par le bout du nez par Vladimir Poutine en Ukraine? Souhaiteriez-vous également plus de fermeté et d'efficacité? Je pense qu'il voit de manière réaliste ce qui se passe là-bas. Je veux dire, Donald Trump a commencé à parler avec les Russes. Après son entrée en fonction, j'ai réclamé cela pendant 3 ans. Aucun Européen n'en était capable ni ne le voulait. À part Viktor Orban peut-être, mais lui, il s'est fait vraiment critiquer pour ça. Je trouve donc cela dramatiquement mauvais. Et nous devons à l'administration américaine d'avoir enfin commencé à parler et à négocier avec les Russes. Maintenant, beaucoup disent, eh bien, tu vois bien ce que ça donne. Il n'en sort rien du tout. Ce n'est pas vrai. Ils ont établi la communication, elle existe entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Les services de renseignement sont également en contact étroit. Les états-majors militaires aussi sont en échange étroit. Nous avions aussi, autrefois, des relations étroites avec la Russie en Allemagne. Elles n'ont jamais été sans critique, mais nous avions une tradition depuis la chancellerie. C'était ainsi sous Merkel, c'était ainsi sous Kohl, c'était ainsi sous Schröder, d'entretenir un lien particulier avec Moscou. Et cela nous a aussi donné au sein de l'OTAN, même si personne n'en parlait ouvertement, une certaine force parce que nous avions cette relation particulière. Nous sommes maintenant très fiers de ne plus l'avoir, d'être comme tous les autres. C'est mauvais, c'est indiplomatique et c'est aussi complètement contraire à nos intérêts. Nous devons revitaliser cela. J'espère que les Européens et nous, Allemands aussi, allons maintenant en prendre conscience. Je pense que Donald Trump va de nouveau aborder la question de la Russie et la guerre en Ukraine et qui va aussi essayer de sortir de cette logique militaire. On verra si ça marche, mais il faut aussi y contribuer. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous devons faire plus pour notre dissuasion militaire au sein de l'OTAN. C'est pourquoi je salue également le renforcement de nos capacités, comme cela a été décidé à La Haye lors du sommet de l'OTAN. Mais nous devons en même temps rétablir une relation, même si elle reste critique, avec la Russie. Du point de vue allemand, c'est inévitable. C'est une erreur fondamentale si, du point de vue allemand, nous ne le voulons pas, ce qui est actuellement le cas. Et j'espère aussi que notre gouvernement changera simplement à ce sujet et qu'il traitera de manière plus raisonnable avec ce partenaire difficile qu'est la Russie. Vous avez évoqué le prochain sommet de l'OTAN. Pensez-vous que Donald Trump y sera acclamé en grand vainqueur? Eh bien, il l'est déjà. Et c'est assez évident qu'il est célébré là-bas comme un grand héros. Et les États européens, que le vice-président des États-Unis, Vance, a qualifié il y a 6 mois d'État client, donc une sorte de vassaux, l'acclament et lui réservent un accueil formidable. Ils sont vraiment ravis qu'il participe même à l'événement. Et oui, ça me dérange un peu cette soumission des Européens et surtout des Allemands. Mais ça me dérange, mais au fond, cela reflète les véritables rapports de force. Ce sont les Américains, et non les Européens ou les Allemands, qui façonnent la politique de sécurité extérieure internationale.
Mais nous devons retrouver ce rôle. Nous avons eu des chanceliers par le passé qui l'ont fait. Et là, je pense à Helmut Schmidt et aux débats difficiles sur le réarmement, ou à Helmut Kohl et la difficulté d'arriver à un accord satisfaisant pour les Allemands et les Européens, même avec les Américains. Et nous avons eu des chanceliers qui ne se sont pas contentés de claquer des talons et de dire « Oui, Washington, nous allons faire comme ça ». Cela me dérange aussi que nous ne montrions pas assez de force dans ce domaine. Oui, j'espère que cela changera à l'avenir, car l'Europe est aussi très sollicitée. Cet engagement de l'article 5 de l'OTAN, je veux dire le parapluie nucléaire des Américains pour les Européens, tout cela est devenu fragile, et l'Europe doit emprunter de nouvelles voies, y compris l'Allemagne. Nous devons, prenez l'exemple des missiles à portée intermédiaire que nous allons déployer l'année prochaine, des systèmes américains en Allemagne où nous ne savons pas quand, comment et où ils seront éventuellement utilisés. Ce n'est plus possible. Pour moi, cela fait aussi partie du changement d'époque de dire que si nous déployons des missiles en Allemagne, alors il faut que ce soit des systèmes allemands et européens. Notre excellente industrie de l'armement doit également s'engager dans cette voie. Et quand nous aurons ces missiles, nous devons en avoir le contrôle. Cela fait aussi partie du changement d'époque que nous arrêtions de déléguer la sécurité de notre pays et aussi de l'Europe simplement de façon transatlantique. C'est devenu impossible. Nous devons donc repenser cela. Et c'est pourquoi nous devons repenser cela. Vos idées sont formidables. Ce qui m'a dérangé récemment, c'est le manifeste pour la paix de l'aile gauche du Parti social-démocrate d'Allemagne, qui a été complètement démoli politiquement et médiatiquement. Pourtant, il contenait vraiment des approches très très bonnes et pacifiques. Pourquoi l'Allemagne est-elle devenue aussi belliciste et comment allons-nous sortir de cette situation? Parce que cela nous mène droit dans le mur. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, il semble que beaucoup aient oublié la réelle signification de la guerre. Il faut donc être très vigilant. Donc cette légèreté avec laquelle on a traité et on traite la guerre ici en Allemagne, aussi bien par les politiciens que par les gens, les professionnels des médias, les acteurs culturels, cette disposition au fond à dire « oui, pourquoi pas ?» S'il y a la guerre, alors nous suivrons le plan d'opération pour l'Allemagne et ferons notre devoir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que cela signifie pour notre pays, parce que cette guerre ne se déroulera pas comme nous l'imaginons chaque jour en étant assis devant la télévision. Il y a des avions de chasse qui larguent des bombes, puis ils se battent là-bas quelque part et nous sommes en sécurité. Non, nous serons alors dans une grande insécurité et c'est pourquoi il ne faut pas que cela arrive. C'est pourquoi ce manifeste du Parti social-démocrate d'Allemagne est justifié, même s'il est critiqué. Il faudrait vraiment réfléchir si l'on est sur la bonne voie. Cela n'a rien à voir avec le pacifisme ou la gentillesse, ni avec une approche irréaliste, mais nous devons réussir à combiner la force militaire et la raison politique, comme nous l'avons fait par le passé, même pendant la guerre froide. Et cette rhétorique selon laquelle il ne faut pas parler avec Poutine, qu'on ne doit pas parler, qu'on ne peut pas parler, ainsi que cette criminalisation et cette diabolisation de la Russie, c'est tout simplement fatal, une erreur fatale. Cela ne veut pas dire qu'on ne condamne pas ce qu'ils font en Ukraine, mais comprendre, pour moi, cela ne veut pas dire approuver ou accepter, mais plutôt comprendre l'autre partie. Sinon, on n'arrive pas à un mode de fonctionnement raisonnable. Cela vaut aussi pour le Moyen-Orient. Diaboliser les mollahs ne nous fait pas avancer politiquement. Nous devons interagir avec eux et parvenir à un règlement. Je trouve aussi très intéressant que les hommes politiques allemands et les journalistes allemands parlent toujours d'un cessez-le-feu aussi rapide que possible entre Israël et l'Iran, d'une solution politique au conflit. Et en ce qui concerne la Russie, ils sont vraiment intransigeants. Je vois simplement cette contradiction et nous devons la résoudre. Vous avez écrit la préface du livre « Au diable la guerre » de Smedley Butler. Qu'est-ce que les politiciens, les journalistes et les militaires d'aujourd'hui peuvent apprendre de sa clarté? Oui, Smedley Butler, j'ai publié ce petit livre et j'ai aussi écrit une préface parce que Smedley Butler m'est très sympathique dans son principe. Ce n'est pas un membre du mouvement pacifiste, mais il était un général actif dans le corps des Marines des États-Unis et il a reçu 2 hautes distinctions pour sa bravoure. Vers la fin de sa vie, il a écrit ce petit livre « Au diable la guerre », donc « War is a Record ».
et je l'ai traduit en allemand et j'ai écrit une préface pour que l'on comprenne bien ce que la guerre signifie au fond. Ce qui a toujours été la signification de la guerre, je corrige encore une fois, pour que l'on voit clairement ce que la guerre a toujours été et sera, à savoir une affaire tout à fait brutale et sanglante, où il en est toujours ainsi. Ceux qui poussent à la guerre ne sont jamais ceux que l'on voit au front, dans la zone de boue, dans la zone de mort des guerres. C'est aussi le cas pour nos politiciens. J'ai souvent pensé aux paroles de Smedley Butler lorsque je voyais ici des politiciens tenir un discours guerrier virulent alors qu'ils n'ont jamais vu une caserne de l'intérieur, jamais tenu une arme en main, jamais connu la guerre dans leur propre chair. Et Smedley Butler a rappelé que ce sont les soldats, les simples soldats, qui finissent par payer le prix de la guerre, comme l'ont déjà décrit Ernst Jünger, Éric Maria et Marc, et que ceux qui mènent les guerres ne sont pas ceux qui combattent vraiment au front. Je trouve son action très méritoire, et cela s'inscrit dans le débat actuel, qu'il ne faut pas traiter le sujet de la guerre à la légère, mais qu'il faut l'aborder de manière rationnelle partout où c'est possible. Du point de vue allemand, il est primordial d'empêcher la guerre. C'est également inscrit dans notre loi fondamentale, et c'est le principe de paix de la loi fondamentale. Nos forces armées ont aussi une mission de défense. L'Allemagne ne se défend ni dans l'Hindoukouche, ni au Mali, ni sur le Dniepr, et pas non plus dans l'Indo-Pacifique. La base de légitimation de nos forces armées, c'est la défense de notre pays dans le cadre de la défense nationale et collective de l'OTAN. Et c'est là que nous devons revenir. Et l'OTAN, y compris à la Haye, ne doit pas devenir un relais pour des interventions militaires mondiales des États-Unis. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qui était convenu. Et ce sera la tâche de faire évoluer cela de manière réaliste du point de vue européen. Et c'est aussi important pour l'Allemagne. Le livre de Smedley Butler, d'une 40aine de pages, est une contribution pour se souvenir. Il se lit rapidement, mais il va droit au cœur, ce que la guerre signifie vraiment. Il faut en prendre conscience avant de partir à la guerre. J'apprécie la clarté de vos propos. Le lien sera ajouté en bas. Vous savez, mon principe de vie, Monsieur Vade, c'est toujours que l'avenir sera positif, l'avenir sera radieux, mais seuls les paranoïaques survivront. C'est un peu mon principe, parce que les réponses qu'on nous sert là dehors, les récits qui sont finalement présentés comme des exemples, ça n'a absolument aucun sens, ni au début, ni à la fin. Et donc, je trouve vraiment, vraiment votre clarté dans vos propos très, très exemplaire. J'ai encore 2 questions de la communauté ici. Vous êtes papa de 2 enfants. Comment imaginer le général Vade en tant que père? Oui, je dois vous corriger, j'ai été très assidu. Je suis père de 3 enfants. Et ça, je ne sais pas. Vous devriez en fait demander à mes enfants. J'ai eu une très bonne relation avec mes 3 enfants, 2 filles et un fils, ce qui me rend très heureux. Et cela m'a aussi rendu fort dans tout ce débat sur l'Ukraine, parce que ma famille m'a toujours soutenu, y compris ma femme. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Peut-être qu'on supporterait cela moins bien si on était seul. Et oui, je me vois dans le rôle de père, je me suis toujours vu ainsi, même en tant que général, même en tant que militaire. Ils savent que papa peut faire les choses différemment, donc non à ce genre de choses. Que conseilleriez-vous à votre moi de 18 ans aujourd'hui dans ce monde, à cette époque? Vous savez, monsieur Azaoui, le monde a toujours été fou. Alors, vous savez, si vous regardez l'histoire de l'OTAN, nous avons maintenant le sommet de l'OTAN à La Haye. Nous avons aussi toujours été dans l'histoire de l'OTAN au bord des guerres. Donc, tout a commencé avec le blocus de Berlin. C'était encore avant la création de l'OTAN, et puis surtout la guerre de Corée, qui avait le potentiel de devenir une guerre mondiale. Ensuite, il y a eu le soulèvement hongrois de 1956. Le président américain Eisenhower, ancien général de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré à propos de la Hongrie: Je ne déclencherai pas une troisième guerre mondiale, alors que les tensions étaient très vives. Il n'a pas livré d'armes. La crise de Cuba en 1962 a failli déclencher une guerre mondiale. Ensuite, l'invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie avec près de 500 000 hommes, un niveau bien supérieur à ce que les Russes font en Ukraine actuellement. Là aussi, l'OTAN n'est pas intervenue et n'a pas dit « nous allons maintenant libérer la Tchéquie et la Slovaquie ». Non, on a été raisonnable. On a renforcé l'armement, on a donné l'alerte, on s'est déployé, mais on a essayé de résoudre la chose politiquement.
Donc, le monde a toujours été un peu fou. C'est une petite consolation en soi et cela ne changera pas non plus. Et là, en tant qu'homme politique, eh ben, il faut surtout faire preuve d'intelligence politique, donc pas de rhétorique guerrière, mais gérer les choses de manière raisonnable, c'est très important. Surtout du point de vue allemand, parce que dans le cas où cela arriverait, comme je l'ai décrit dans mon livre Urgence pour l'Allemagne, si nous avons une guerre européenne, nous serions en plein milieu, et cela ne peut pas être une option, et je dois aussi dire, j'ai prêté serment à 18 ans de servir courageusement mon pays, de le défendre avec bravoure. Et c'est aussi pour moi une ligne rouge aujourd'hui, et je ne laisserai pas les politiciens mettre en péril sans réfléchir tout ce que nous avons construit depuis 45 ans. Et ce n'est pas correct. Et cela me motive aussi à m'engager sur cette question. Pensez-vous réellement, Monsieur Wade, qu'il pourrait y avoir une guerre, quelle qu'elle soit, en Allemagne dans les 15 prochaines années, si cette spirale d'escalade continue? Oui, nous sommes proches de la guerre, c'est vrai. Et cela m'inquiète quand j'entends avec quelle légèreté nous traitons ce sujet, surtout en ce qui concerne l'Ukraine et le fait que nous ne soyons pas prêts. Et ce ne sont pas les livraisons d'armes ou le soutien à l'Ukraine qui me dérangent, tout cela est en ordre. Le pays a été attaqué en violation du droit international et notre aide dans ce contexte est justifiée. Mais le fait que, jusqu'à aujourd'hui, nous ne soyons pas prêts, du point de vue européen, à trouver une solution politique, que nous n'étions pas et ne sommes toujours pas prêts à réfléchir à une stratégie, à la façon de terminer cette guerre et aux actions à entreprendre par la suite. Que nous ayons fixé des objectifs irréalistes avec la reconquête de la Crimée et du Donbass, que nous ayons adopté une rhétorique selon laquelle nous voulions pousser la guerre profondément en Russie, détruire des ministères russes et peut-être utiliser Taurus, tout cela nous était égal. C'est absolument impossible. Il faut une approche différente. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous finirons dans une guerre. Mais je suis un peu rassuré. Il se peut que beaucoup d'hommes politiques allemands veuillent avoir la guerre ou l'acceptent, mais ils ne peuvent pas. Ben, cela me rassure un peu. Donc une guerre menée par l'Europe contre la Russie n'aura pas lieu sans l'Amérique. Ce n'est pas pertinent. Nous n'arriverons même pas à faire cela. Et les Américains, l'administration américaine actuelle, ne veulent pas de guerre. Et cela me rassure. Ce qui m'inquiète en Europe, bon, c'est la rhétorique, y compris pour ça, au sein de la Commission européenne. L'armement, c'est bien, la force militaire aussi, que nous mettions nos forces armées à la pointe de la technologie, tout cela est en ordre, mais ce n'est pas tout. L'autre chose est ce deuxième pilier que nous avons toujours eu dans l'OTAN, le dialogue, la création de confiance, le désarmement, les mesures de confiance. C'est avec cela que nous devons commencer maintenant. Et c'était par exemple aussi cette impulsion, ce manifeste qui avait été tellement critiqué. Il faudrait réfléchir à ce que l'on fait et à ce que l'on provoque. Merci Général Wade pour ces excellentes idées. Je suis captivé par vos propos. Merci infiniment d'avancer en tant que bâtisseur de ponts, désireux d'apporter la paix. Et je pense que de très nombreux politiciens devraient prendre vos paroles à cœur. Je crois qu'alors nous aurions une Allemagne et un monde beaucoup plus paisible. Tous mes vœux de bonheur pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Azaoui.